Moi, je voudrais savoir où vous positionnez dans tout ce que vous venez de dire, l'intelligence artificielle. Alors en effet, on arrive là au cœur du sujet. Merci pour la première question. L'intelligence artificielle va se retrouver finalement partout. Parce que là, par exemple, je parle, j'ai un micro, je suis devant des êtres humains en chair. Dans quelques années, on aura tous la possibilité d'être devant son Skype. Et on aura tous la possibilité d'assister à une conférence à distance. Mais est-ce qu'on aura vraiment besoin de conférenciers, à moins qu'il soit absolument génial et des idées révolutionnaires, soit une intelligence humaine? Alors je vais un peu plus loin. L'intelligence artificielle, ça va être aussi, on le sait déjà, c'est en route, en préparation, ce sera, je ne vais plus chez le médecin. Le médecin de ville, le médecin généraliste ne sera plus. J'irai chez le pharmacien, qui ouvrira un logiciel devant moi et me demandera quels sont, d'après moi, les symptômes qui me perturbent. Alors, j'ai mal à l'estomac, je tousse, etc. L'intelligence artificielle, ça va être aussi dans tous les métiers. Alors les métiers, on peut sourire en ce moment, mais beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point le drame est entier. C'est pas seulement le comptable que j'évoquais, qui va disparaître bientôt, parce qu'en effet, pour comptabiliser, on va dire, des objets, je reviendrai dans quelques instants à la comptabilité humaine, pour comptabiliser, j'irai même un peu plus loin, j'oserais aller plus loin, mais j'y vais doucement, pour comptabiliser des objets, eh bien, le comptable ne sera plus nécessaire. En effet, l'intelligence artificielle sera là, mais à terme, l'expert comptable qui aura, avec l'ingénieur roboticien, préparé cette intelligence artificielle de comptabilité, lui aussi disparaîtra. C'est peut-être 10-15 ans plus tard, mais ça vient. Alors je disais qu'on peut aller plus loin, j'ose aller plus loin. Comme l'avait dit le président François Mitterrand, après moi, il n'y aura plus comme président que des comptables et des gestionnaires. Je reprends à peu près la citation. Eh bien, malheureusement, c'est le cas, on s'en rend compte. Et à moins de trouver des gens capables d'avoir de véritables visions de l'avenir, Europa d'ailleurs signifie qui voit loin, pour qui s'intéresse à la langue grecque, eh bien, nous risquons en effet de nous dire qu'à terme, on n'aura plus besoin de chefs d'État, si ce sont simplement des gestionnaires et des comptables, on aura des logiciels. Alors c'est là qu'on arrive par rapport à la question de Claude à un grand problème qui a été évoqué notamment par Elon Musk, le grand patron de Tesla aux États-Unis, c'est de se dire, attention, parce que l'intelligence artificielle, non plus simple, gentille, mais complexe, devient un véritable danger, c'est-à-dire qu'à terme, on risque d'avoir ce qui est à un certain niveau souhaitable, parce que ça veut dire moins de guerre, a priori, parce qu'à posteriori, on peut avoir des guerres tournantes et orchestrées par une intelligence artificielle globale. Donc là aussi, nous, pauvres petits êtres de biologie, face à des êtres numériques, que sommes-nous? Donc oui, la question est entière et voilà, je pense avoir à peu près répondu. Oui, non, mais c'est juste une deuxième question. J'arrête. Je pense que si vous avez compris ce qu'on entend bien, j'en parle ici. C'est pas grave. Juste une deuxième question, parce que vous évoquez le problème de l'intelligence artificielle. Faut-il contrôler l'intelligence artificielle ou faut-il la laisser évoluer? Parce que la grande problématique, c'est ça. Aujourd'hui, si on veut contrôler l'intelligence artificielle, on lui fait faire des choses bien précises avec des algorithmes, soit on définit que l'intelligence artificielle est évolutive en elle-même. Donc si elle est évolutive en elle-même, on est foutu. Mais si on la contrôle, on n'est pas foutu. Oui, alors merci Claude pour cette superbissime question. La problématique, en effet, c'est la seconde réponse sous-jacente, c'est-à-dire qu'en effet, on n'a plus les moyens de contrôler l'intelligence artificielle parce qu'elle est dotée, depuis les robots de 5e génération, à l'exemple de Sophia Hanson, donc c'est le robot le plus intelligent de la planète, construit par Hanson Limited à Hong Kong, et c'est donc David Hanson, quand il a voulu la création de ce robot, a pensé tout de suite on va utiliser ce qu'on appelle des logiciels sémantiques, c'est-à-dire des logiciels capables d'apprendre à apprendre.
Et donc, maintenant, on a un robot qui pose des questions. Le premier, ça date déjà, c'est Cynthia Brazil en 1999, pour sa thèse d'université, donc pour son doctorat, qui a préparé, donc Kismet, c'est très joli, en plus si on pense à la langue turque, et à la langue anglaise, évidemment, Kismet. Bon, eh bien, c'est un robot avec des grands yeux, comme un petit enfant, qui parlait avec son fils qui avait 12 ans d'ailleurs, c'est très mignon. Eh bien, Cynthia Brazil crée un robot, le premier doté justement d'un logiciel sémantique, et le robot n'arrête pas de poser des questions. Mais pourquoi ceci? Mais comment cela? Mais si ceci est par rapport à cela, alors il va y avoir celui et celui derrière. Comme ça. Maintenant, c'est longtemps après, c'est extraordinairement plus développé. Donc, dans 10, 15, 20 ans, ça va être effroyablement plus développé. Donc, nous n'avons plus aucun moyen de contrôler l'intelligence artificielle. Notre seul moyen à nous, et c'est ce que j'essaie de développer dans plusieurs conférences et livres, c'est de nous développer, nous, en tant qu'humains, par rapport à nos spécificités. Alors c'est évidemment un petit peu difficile parce qu'on est devenu un peu paresseux, même beaucoup paresseux. On est habitué à voir les robots travailler pour nous. Comme l'expliquait Platon dans l'Antiquité, le maître est esclave de son esclave, puisqu'il dépend de lui. Donc là, c'est un grand coup de fouet que nous devons nous asséner à nous-mêmes, des formes d'autoflagellation, pour nous dire, bon, eh bien maintenant, travaillons sur ce qui est différent d'avec le robot. Alors, c'est pas par rapport à Gasparov au niveau jeu des échecs, c'est pas de se dire, je vais essayer d'être plus performant que le robot, puisque maintenant, l'intelligence artificielle va plus vite. Quand j'en avais parlé, je l'ai dit déjà il y a peu de temps, mais je le redis, vous qui m'avez écouté dans telle ou telle conférence, j'étais dans un groupe universitaire il y a maintenant 1 an, et j'avais devant moi à table entre deux sessions une professeure d'architecture pour ingénieurs, et elle me dit, mais tu sais, il n'y a pas de problème, les robots c'est pour dans longtemps, l'intelligence artificielle c'est dans longtemps. Moi, je suis devant mes étudiants, je vois tout de suite celui qui a compris, celui qui a l'air d'hésiter, celui qui hésite parce que ci, parce que ça. Je laisse un instant blanc et je dis, mais tu ne comprends pas, t'as 6 ripostes, le robot lui en aura 250. C'est même plus la peine. Allez, madame, au chômage, c'est plus rentable d'avoir de l'intelligence artificielle. Et plein de gens sont dans le monde des bisounours, n'ont pas compris que c'est pas pour l'an 2300, c'est pour l'an 2030. Et ça va commencer dans les années 2020. Ah, je vois 2 questions de main qui se lèvent, donc je me dirige vers l'une des deux. Moi, c'est par rapport à l'intelligence artificielle. Par rapport à l'intelligence artificielle, il n'y a pas encore un souci avec l'intuition. On n'a pas élaboré ça. Oui, vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. C'est-à-dire, par exemple, pour battre aujourd'hui l'ordinateur bat aux échecs, mais c'est compliqué pour l'intelligence artificielle de faire, par exemple, un plat cuisiné où on n'est pas encore au point. Parce qu'en 2030, Alors c'est une excellente question parce que, en réfléchissant beaucoup les années passées sur cette question, je suis arrivé à me dire qu'il y a 2 domaines où en effet, nous humains, nous êtres de biologie, nous avons notre terrain, la créativité et l'intuitivité. Pour une simple raison, c'est que le développement d'un robot, d'une intelligence artificielle, est toujours dû au paramétrage d'origine. C'est-à-dire que, si on prend Alan Turing, quand il invente l'ordinateur, il pense tout simplement, il demande d'ailleurs à des psychologues cogniticiens de venir, il pense comment nous fonctionnons pour le placer dans la machine. Donc le mode de fonctionnement du robot, enfin de l'ordinateur, dirais-je généralement, globalement, c'est le mode de fonctionnement d'Homo sapiens. Donc, quand il y a un gap, c'est sûr, un arrêt dans le fonctionnement du robot, c'est comme la naissance des émotions chez Cro-Magnon. Finalement, on est dans le même mécanisme. Alors, ce qui devient extrêmement intéressant, c'est de se dire qu'à un moment donné, on va comprendre que le robot, alors là, je vais un peu dans la science-fiction, vers Blade Runner, on peut se dire à un moment donné, on va avoir, comme dans ce film célèbre, des robots capables de prendre conscience d'eux-mêmes. Mais ça, c'est dans très longtemps, parce que pour l'instant, j'en parlais avec François Anzo, par exemple, qui a été professeur à Polytechnique, il n'y a pas longtemps,
il me disait c'est pour l'instant vraiment pas possible. Parce que le robot, enfin disons, déjà nous, Sapiens, on sait depuis les travaux de... et moi j'ai un trou de mémoire. Maurice Edelman, qui était un élève de Jacques Monod, on sait que nous prenons conscience de nous-mêmes parce qu'il y a des réentrances neuronales. Autrement dit, une information va d'un neurone A vers un neurone B, mais elle va revenir. C'est pas un phénomène donc, de rétroaction, c'est bien un phénomène d'action, mais qui revient, qui réentre. Et au bout de N fois, on prend conscience. Un exemple concret pour passer de la neurobiologie à la psychologie, et vous allez comprendre tout de suite. Vous allez au théâtre une fois, vous dites « Ah, super, pas super du tout ». Bon, vous y retournez au bout de la énième fois, la 5e fois, la 15e fois, vous dites « Oui, d'accord, j'ai compris ». Mais là, vous commencez à décrypter les mécanismes. C'est plus « Ah, la pièce, c'est ça, au niveau du scénario, au niveau des couleurs, des acteurs ». Là, ça devient « Je comprends qu'est-ce qu'il y a après A, il y a B, puis il y a C, puis il y a D ». Vous comprenez le mécanisme derrière, comment vais-je dire un autre terme, Processus. Non, justement, je pense deux formes de mémoire, notamment, deux formes de conscience, par épisode, voilà, épisodique. Eh bien, il y a le mécanisme épisodique qui va, au bout d'un moment, ne plus avoir d'importance. Certes, il en aura toujours, il sera présent si on peut l'être, surtout si on a caillou dans sa chaussure, mais on aura le mécanisme au-delà qui sera la compréhension du processus. Et donc je reviens à votre question, la notion d'intuition, d'intuitivité, on peut se dire que c'est une des grandes armes qui sont pour nous, Sapiens dans le futur, le moyen de combattre la fragilité face, notre fragilité face à l'intelligence artificielle, parce que, en effet, le robot va pouvoir copier des mécanismes, va pouvoir les dupliquer, va pouvoir, c'est un petit peu comme le passage en termes mathématiques, de l'addition à la multiplication. C'est-à-dire qu'une multiplication, en fait, c'est simplement une somme accélérée d'addition. On pourrait dire, d'un certain point de vue, que l'intuition, c'est le fait de trouver un raccourci dans notre cerveau. Parmi n possibilités, on va trouver que n plus x égale le bon moment égale la bonne idée. Mais cette régulation mathématique du processus, elle est possible chez nous, Sapiens, plus facilement que chez un ordinateur, parce que l'ordinateur n'a pas plusieurs centaines de millions d'années de fonctionnement dans son cerveau. Donc ça va être beaucoup plus lent pour lui. Donc là, c'est en effet un domaine où on est en avance. Et le second domaine que j'évoquais, c'est la créativité, parce que précisément, le fait d'avoir des connexions neuronales et d'entraîner, alors c'est mon domaine, la neurocognitive, pour développer ces connexions neuronales, et bien, plus on entraîne notre cerveau à connecter les régions les unes avec les autres, et plus là, nous sommes capables de créativité. Le robot, lui, va mettre très longtemps. L'intelligence artificielle n'est pas, même en étant capable de réfléchir à elle-même, elle n'est pas pour l'instant programmable dans ce sens. Donc, pour l'instant, on est rassuré, si j'ose dire. Alors, je voyais que Gunther levait la main. Oui, je vais aller à contre-courant. Et pour une raison très simple, c'était dans un débat que j'ai animé sur l'intelligence artificielle. Et là, une dame dit, c'est formidable, maintenant, les vieux au Japon, il y a des robots qui s'en occupent. Ces robots les aiment, ils disent qu'elle est belle, etc. Et là, je lui dis, mais ils simulent, c'est une simulation, ils ne sentent rien. Et là, elle ne comprenait pas. C'est-à-dire, elle ne comprenait pas, et j'ai insisté, et j'ai dit, mais vous allez dans un magasin, on vous fait un sourire commercial ou un vrai sourire. Elle ne comprenait pas. J'ai continué à insister, mais vous-même, vous êtes dans la rue, vous rencontrez quelqu'un que vous n'aimez pas du tout, c'est votre chef, vous êtes obligé de faire un grand sourire bonjour, vous forcez, elle ne comprenait pas. Et là, j'ai pensé à Lacan, le psychanalyste, qui dit, bien sûr, l'homme peut devenir un robot, mais le robot ne peut pas devenir un homme, parce qu'il ne sent rien. Et pour moi, l'intelligence sans l'émotion, c'est effectivement, c'est le calcul, c'est-à-dire c'est l'algorithmisation, mais donc l'intelligence artificielle, c'est un abus de langage. C'est pas l'intelligence, c'est le calcul. Et le dernier mot, ça me paraît vraiment une sorte de comment disaient les Grecs,
la toute-puissance, comment ils appellent ça là? On appelle ça là. Ah, on s'en fout. C'est l'être humain, c'était, tu le sais, je pense, dans les années 60, on a essayé de recréer la vie artificiellement. Bon, c'est un étudiant qui s'appelait Smith, il a envoyé de l'électricité dans différents. Et il y a des acides aminés qui sont formés. Mais on n'est pas allé plus loin, on l'a laissé tomber. Donc on s'est dit, on ne va pas créer la vie, on va la simuler. Mais la vie simulée, ce n'est pas la vie. Et au point de vue psychologique, ça s'appelle le faux self. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des personnes qui ne sont plus, qui n'ont pas un vrai self, qui sont en permanence, qu'est-ce qu'on attend de moi? Il faut que je m'adapte à ce qu'on demande de moi. Je reviens à cet étudiant. Donc on a arrêté ça, et on s'est mis à imiter la vie. Et là, on est très fort pour imiter la vie, mais c'est un peu, c'est du... comment c'est le Canada Dry? Ça ressemble à la bière, mais c'est pas la bière. Aujourd'hui, on vous fait croire que c'est de la bière, mais c'est pas la bière. Et donc, aujourd'hui, on ne peut même pas produire artificiellement un virus. Même pas. On peut le génétiquement transformer. Donc, il y a une sorte... Ça m'embête parce que c'est tellement commun en philosophie chez les Grecs, qui est puni, Oedipe est puni, ils sont tous punis parce qu'ils ont pensé à la toute-puissance. Tu le sais, d'un fils de Chabrol, ça vient là. Donc, est-ce que c'est pas un abus de langage de parler d'intelligence artificielle, mais d'algorithme artificiel? Et le cerveau, aujourd'hui, il est beaucoup plus compliqué parce qu'on parle de cerveau intestinal, il y a les nerfs, c'est-à-dire, est-ce que c'est pas d'imiter la vie, c'est pas la vie? Alors, tout d'abord, oui, Gunther, ce que tu dis, c'est un abus de langage pour l'instant, parce qu'en effet, ce n'est pas de l'intelligence au sens de capacité à raisonner par soi-même, en ayant si possible conscience de soi-même. Par contre, c'est peut-être de l'intelligence au sens des services secrets, c'est-à-dire de la communication. Une telle guerre se relie aux autres. Et évidemment, quand tu évoques l'expérience de 1953 de Miller et de son professeur Murray, c'était en effet de créer dans un espace vide dans lequel on plaçait divers gaz, du méthane, de l'oxygène, de l'hydrogène, des cailloux, de créer à partir d'orages simulés, en effet, via l'électricité tout simplement, de créer la Terre primitive, et jusqu'au moment où en effet apparaissent des acides aminés. Là on se dit, waouh, on a la base de la vie, puisqu'on sait acides aminés égale construction de protéines, égale construction de cellules, égale construction d'organismes de plus en plus complexes jusqu'à nous, en singe sapiens. Mais la problématique, elle est, à mon avis, à prendre justement dans le sens psychanalytique, voire lacanien précisément que tu évoquais, et ça je m'en suis exprimé, j'ai été invité il y a quelques années par l'unité de formation de recherche de Paris 7 en psychanalyse, précisément sur cette réalité qui va être la nôtre, c'est-à-dire que lorsqu'on va être confronté à l'intelligence artificielle, on va être confronté à ce qui nous paraît évident, qui soudainement ne sera plus évident. Nous avons l'habitude d'être les dominants sur la planète. Il n'y a pas d'autres animaux capables de nous équivaloir. Alors évidemment, on sait qu'il y en a 5 qui, comme nous, vont pouvoir se reconnaître dans un miroir, la fameuse tache qu'on va placer là, un dauphin, un orque, un éléphant, une pie, et puis les grands singes, ils se reconnaissent dans le miroir et disent « c'est moi ça ». Bon, sapiens, nous aussi. Et les autres animaux, le chat, le chien ordinaire, veulent jouer avec l'autre qui est en face dans le miroir, ils n'ont pas compris que c'était eux. Bon, donc la notion de conscience de soi, en effet, c'est un processus véritablement interpellant, et il est évident qu'on est très très loin d'avoir, pour l'instant, j'insiste bien, des robots capables d'une telle réflexivité quant à soi-même. Cependant, ça revient à la question de monsieur un petit peu avant sur la problématique de l'intuition, eh bien, on pourrait se dire que à terme, et même la question de Claude encore avant, la seconde question de Claude, la problématique à terme, ça va être de nous dire quelle est notre place à nous face à des formes de vie, même si c'est artificiel, comme un virus, on ne sait toujours pas si c'est vraiment une vie ou si c'est un micro-robot,
vu sa forme de fonctionnement, mais de reproduction. Mais ça nous ramène tout de même à une réalité extrêmement sensible. C'est de nous dire, quand on va chercher quelle est notre place face à une intelligence qui finalement va être plus rapide que nous, plus performante, inusable, on va dire, on ne tombe pas malade, on ne va pas à la retraite, on n'a pas de problème quand on est un robot. Eh bien, face à ça, nous, humains, on va pouvoir se dire, oui, mais sommes-nous capables, c'est bien très intéressant, de garder notre capacité d'être en rivalité. Déjà, notre capacité de ne pas déprimer, de ne pas tomber dans je ne sais quel burn-out ou autre maladie psychosomatique en disant, mais là, je marche dans la rue, il y a 250 kg de titane qui arrive devant moi, c'est pas l'animal qui va se pousser, parce que même un lion, même un éléphant, je sais inventer un pistolet, je tire plus lui, il ne dérange plus le lion. Mais là, simplement, 9 ou 12 mm, ça ne sert plus à rien, parce que 250 kg de titane, ça ne bouge pas. Ah, donc je ne suis plus le dominant, moi sapiens, au secours. Et c'est là que ça devient en effet très intéressant de se dire, alors je vais un petit peu plus loin dans ton propos, Gunther, de se dire quelle est ma vraie réalité, parce que dans le sous-jacent de ton propos, ce qui m'a aussi beaucoup intéressé, qui peut tous nous intéresser ce soir, c'est le fait de se dire, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas plusieurs humains, et même plusieurs humains en chacun de nous, j'y vais grandement et modestement, c'est-à-dire que lorsque je dors, la nuit, a priori, je dors, je ne suis pas réveillé, et quand je prends conscience de moi, au moment où je me réveille, c'est une sorte d'automate, un robot finalement, qui fonctionne avec ses habitudes, ses coutumes. Et puis si jamais, comme je disais un petit peu avant, j'ai audio-visionné 15 fois la même pièce de théâtre ou le même film, je vais peut-être me dire, mais c'est quoi ça? Mais à force de me dire c'est quoi ça, là-bas, ce film que j'audio-visionne, ce personnage ou ces personnages qui parlent comme ci, comme ça, et ça va devenir réflexif. Je me dis, mais et moi qui suis en train d'audio-visionner, est-ce que j'ai toujours les bras croisés, est-ce que je suis toujours comme ça, est-ce que je suis toujours comme ci, et je vais m'auto-observer. Et là, je commence à avoir une conscience de moi qui naît de la conscience de l'extérieur qui s'est répétée N fois. Donc, cette conscience, c'est un plus, un enrichissement dans la machine dans laquelle j'habite. Un enrichissement de la conscience et donc du soi. Et ça, c'est en même temps une richesse, ça veut dire qu'on peut prendre, alors c'est toujours le verre à moitié vide ou à moitié plein, on peut prendre la question justement de Christiane, c'est-à-dire le voyez-vous malheureux ou heureux, ce futur? Eh bien, on peut se dire, face à l'intelligence artificielle, d'une certaine manière, ça peut être terrible, oui, mais d'une autre manière, ça peut être magnifique, c'est-à-dire que les humains, ce que j'ai dit il y a déjà plusieurs minutes, au lieu de se laisser aller, si je parlais mal, de se laisser râler, en se disant, eh bien, voyons le monde passer, attendons la retraite, la mort, je ne sais quoi, eh bien, là, il va y avoir un combat permanent de chacun d'entre nous, en se disant, je dois atteindre l'instant présent, parce que quand je suis devant un robot, il me montre mon miroir d'automate. Quel enfer, quelle tristesse. Et si je ne veux pas avoir ce miroir d'automate, je dois passer, alors c'est mes travaux de recherche en connectique, je dois passer d'un stade 1 automatique de veille à un stade 2, c'est-à-dire un stade d'auto-observation, voire un stade 3, un stade où je peux modifier les programmes dans la machine. Donc déjà, prêter attention à la programmation, ensuite la changer. Ce qui signifie à terme se dire que c'est inconvénient, si j'ose dire, historique, ce moment dans l'histoire où va apparaître ce que des gens comme Ray Kurzweil, l'ingénieur en chef de chez Google, appelle la singularité technologique, qui va impliquer d'autres singularités, notamment économiques, eh bien, c'est peut-être un grand moment dans l'histoire, à prendre non pas en négatif, mais en positif, en nous disant, ça va nous réveiller, nous humains, pour devenir plus humains. Voilà, je m'arrête là, il y a peut-être d'autres... Mais, Tanfi, c'est pas la conscience qui nous définit. Pardon, c'est pas la conscience. C'est pas la conscience, hein, c'est l'émotion. Et qu'est-ce que c'est une intelligence sans émotion? C'est pas l'intelligence. Le jour où un robot a peur de mourir, est angoissé, non pas heureux, mais pas qu'il simule. C'est ça, s'il simule. Mais si vraiment, à ce moment-là, c'est mon frère, c'est-à-dire il faut le mettre sous la protection des droits de l'homme. Mais c'est ça, l'illusion, c'est de confondre
l'intelligence, le calcul, l'algorithme, avec l'intelligence qui est liée à l'émotion. Une différence fondamentale entre la vie et toutes les machines les plus sophistiquées. Toi, tu fais de la philo, c'est ce qu'on appelle les machines sont partes, extra partes, c'est-à-dire on ajoute toute machine, elle est une agglomérat d'éléments. Le vivant, toi, tu viens d'une seule ovule fécondée, c'est-à-dire il y a une multiplication qui bourgeonne, qui éclot. Donc, entre la machine et la vie, il y a une rupture totale qui est indépassable parce que la machine ne peut que assembler. Dernière chose, c'est le. Je dirai plus tard. Oui, alors. Libris, en grec, c'est libris. Oui. Libris, c'est les héros grecs sont punis pour leur hybris. Alors, en effet, c'est bien plusieurs fois des interventions avec plusieurs questions parce que le malheureux conférencier en face, ou du moins, on va dire orateur, n'ayant pas sagement pris note des questions, répond à une ou deux et oublie les trois autres. Alors, oui, en effet, tu es revenu sur cette question extrêmement fondamentale de savoir si on est devant de la simulation ou de la réalité, notamment à travers les émotions, et j'irai plus loin, les sentiments, parce que les émotions sont des processus neuronaux et hormonaux principalement, alors que les sentiments, c'est purement neuronal, et c'est donc beaucoup plus durable, beaucoup plus profond. Et bon, en effet, déjà, un robot capable de s'arrêter, c'est le démarrage, le commencement d'une émotion, c'est comme ici, ces émotions primaires en psychologie, comme la peur, par exemple, on voit un monstre, un serpent, que sais-je, et quelqu'un en nous s'arrête. Bon. Mais la problématique que tu poses, en fait, elle n'est pas pour l'instant résolvable, parce que pour l'instant, en effet, les robots qui existent, les intelligences artificielles qui existent, sont simplement de la nature, justement, de la simulation. Ça, c'est clair. Mais on peut penser, la science-fiction est généralement en avance sur l'histoire, on peut penser à Blade Runner, on peut penser, bien sûr, à Valérie 22, c'est un petit épisode dans une série au-delà du réel, extrêmement intéressant. On a, je vais en très peu de mots le narrer, on a donc un robot qui est fabriqué, qui doit être un robot pour assister les gens en difficulté. Il y a un des chercheurs qui a travaillé à la robotique qui est handicapé, roule en fauteuil roulant, et donc est en fauteuil, et on lui confie ce robot, on va dire conjugal. Tout va bien jusqu'au moment où le robot conjugal est un peu trop conjugal, c'est-à-dire jaloux et prêt à assassiner une autre femme dans la vie de cet homme-là. Il décide de tuer le robot. Alors, pour tuer le robot, c'est simple, un peu d'eau sur l'électricité, et le robot va mourir, surtout qu'il a discuté avec quelques amis, précisément sur ce que tu dis, c'est-à-dire quelle est la différence entre un humain et un robot. Réponse des amis, nous avons peur de la mort, pas le robot. Et au moment où le robot est complètement en train de cramer et de mourir, entre guillemets, de s'éteindre, finalement, la dernière parole, j'ai peur de mourir. Ah, fin du film, on se rappelle des lois d'Asimov. Donc on se dit, en effet, comme tu le dis, Gunther, est-ce qu'on ne va pas se retrouver à un moment donné à se dire le robot c'est mon frère? Et à ce moment-là, pas réesclavagiser des gens comme autrefois. On a aboli l'esclavage, c'est pas pour recommencer avec des êtres chez lesquels l'émotion que tu disais, le sentiment que je l'évoquais, donc la conscience progressivement, la conscience de soi, risque de poindre. Ce serait tragique, ce serait affreux. Donc, comment agir à la fois, parce que le sous-jacent de cette question, finalement, il vient là, comment agir à la fois sans nous sembler ridicule à nous-mêmes devant, en effet, alors on a parlé, on va y revenir, c'est vrai que c'est très important, ces fameux robots qui ont commencé à poindre notamment au Japon, concernant les hôpitaux, notamment pour les individus donc, dans le grand âge, qu'on va mettre en maison de retraite avec un robot prêt à leur tenir la main en leur disant « Tu es en train de mourir, mais je t'accompagne ». Bon, évidemment, là on a envie de hurler, bon, laissez-moi mourir en paix, c'est affreux. Donc, évidemment, soyons humains, soyons humanistes, il faut quand même se réveiller devant de telles atrocités. Mais en même temps, à côté de ces robots d'aujourd'hui, nous sommes à l'aube des années 2020, mais pensons à l'aube des années 2040, à la vitesse
où tout cela progresse, est-ce qu'on n'aura pas des robots qui commenceront à prêter attention à ce qu'ils disent? Je reviens sur un cas très intéressant pourtant, on est toujours devant un robot, j'entends dire, doté d'un logiciel donc sémantique, donc pour apprendre à apprendre. Sophia Hanson que j'évoquais tout à l'heure. À un moment donné, ils sont amusés à la placer devant des gens qui lui posaient des questions sur la dualité, la non-dualité. Waouh, pauvre robot, attention. Soudainement, elle s'arrête. Celui qui pose la question, il dit vous n'arrivez pas à comprendre ma question? Il dit non, je réfléchis. Le logiciel qui travaille, qui essaie de penser tout ce qui a été mis dans son cerveau depuis qu'elle existe. Sophia Hanson, elle est née en 2015, je crois. Donc elle est très récente, mais elle a une configuration adulte et elle va essayer de penser comme un adulte. Mais c'est terrible. Elle se met soudainement à échafauder des hypothèses. Oui, parce que ceci, parce que cela, comme ci, comme ça. C'est impressionnant, c'est-à-dire qu'on est devant un moment important. Mais à un moment donné, celui qui l'interroge lui pose la grosse question, mais là, c'est toi qui me réponds. Et elle dit, alors la phrase à peu près en anglais, ça peut se traduire par j'utilise toutes mes mémoires pour essayer de comprendre ce qu'on me demande. Waouh! Est-ce que dans 40 ans, on n'aura pas un robot qui commencera par dire je commence à comprendre ce que vous me demandez? Est-ce que dans 100 ans, on n'aura pas un robot qui dira je comprends ce que vous me dites? Ça peut aller très vite. On ne sait pas. Donc restons en effet modestes sur cette énorme question, tout en restant en effet vigilants, ne se laissant pas duper par le fait que ce ne sont que des machines, du moins pour l'instant. Et que se passerait-il si on greffait une moitié d'homme sur une moitié de robot, dans le sens de la hauteur? Je reconnais ton humour, Christiane. Alors, si on greffait une moitié d'homme sur une moitié de robot, dans le sens de la hauteur, surtout la hauteur. Ah ben oui, pas par la moitié. J'entends bien, donc un petit peu d'émotion, un petit peu de réflexion, un petit peu de sensation, tout ça mélangé avec l'intestin et l'estomac qui ont leurs neurones et les jambes pour courir. Mais en fait, c'est déjà en cours. Un cyborg, qu'est-ce que c'est? C'est chacun d'entre nous, quand il a un implant cochléaire, on aura bientôt des implants visuels d'ici très très peu de temps, moins de 5 ans. C'est à l'étude des implants visuels qui nous permettront de voir, on n'aura plus besoin de lunettes, beaucoup mieux qu'avec des lunettes. Donc, c'est déjà en cours. Oui, l'organisme cybernétique, le cyborg, est déjà en préparation. Déjà, un implant cochléaire, le fait de se dire j'ai avoir un petit appareil et que là j'entends mieux, on en trouve partout. Mais c'est le début du commencement. Ça va être beaucoup plus diffusé. Alors, comme on sait aussi, les fameuses prothèses, alors ça j'en parle de temps en temps parce qu'il est vrai que c'est très impressionnant. Prothèse pour pouvoir marcher. Donc, pour l'instant, toujours 250 000 € la prothèse, mais dans une petite vingtaine, trentaine d'années, ce sera plus que 25 000 €. Ça commencera à devenir démocratique. Bon. Donc, il faut bien considérer, en effet, que nous sommes devant un monde assez particulier. C'est le pile, quoi. C'est le robot, hein. Il y a un robot qui dit qu'il faut... Il est mort. On va lui c'est le point de pile. Hein. Continuer comme ça maintenant. Bon, alors je continue. Mais oui, mais on va t'entendre très bien. Tu parles fort, c'est bon. Il va falloir que je change de voix. Tu fais appel à ton robot préféré et ça va aller tout seul. Alors, mon robot préféré, c'est qu'en fait, en chacun de nous, il y a une suite de programmation, de neuroprogrammation, qui sont comme si on était habité par plusieurs robots. Et la conscience, c'est le fait de pouvoir réaliser, comprendre, saisir, je disais au début, donc saisir, comprendre et mettre en réalité le fait qu'il y ait ces plusieurs robots en nous. Il y a des robots sensoriels, il y a des robots moteurs, corporels moteurs. Par exemple, je parle, cette machine dans laquelle j'habite parle.
elle bouge comme ci, elle bouge comme ça, elle change de timbre de voix à tel ou tel moment. Bon, ben voilà, on est devant du sensorimoteur. Tes mains parlent beaucoup. Hein. Absolument. Ah, oui, tes mains, j'en raconte. Hein. Moi, j'ai l'habitude de regarder le langage des mains. Je peux tout à fait, j'ai même pas besoin de parler. C'est incroyable ce que les mains racontent. Hein. Alors, seulement, là aussi, la modification du robot. Quand j'étais un jeune homme, j'étais dans une culture où on ne bougeait pas du tout les mains. Je me suis rendu compte que ça paraissait, du moins ici, par exemple chez les Français, ça paraissait froid. Il est froid celui-là. Donc j'ai appris à devenir chaleureux. Ben voilà, mais les mains sont là pour. Mais qu'est-ce qui est j'ai appris. Et en fait, c'est une conscience réflexive qui observait un ensemble de robots, de petits robots dans la machine, et qui s'apercevait que ces petits robots, en termes, on va dire, de neurosciences cognitives, n'étaient pas adaptés à la réalité des autres robots en termes de neurosciences sociales. Donc, adaptation de la mécanicité, et de ce fait, on avance, on progresse. Mais est-ce qu'un jour les robots pourront faire entre eux des petits robots, c'est-à-dire avoir des rapports sexuels de robots, et mettre au monde des petits robots qu'on pourra grandir? Pour l'instant, je pense que c'est encore très loin, mais qui sait, restons très modestes parce que à la fin du 19e siècle, quand quelqu'un disait on va amener un plus lourd que l'air à voler, on lui riait au nez en lui disant faut pas avoir trop de science-fiction. Puis maintenant, quand on voit un Airbus qui va de Amsterdam à Sydney sans s'arrêter avec la taille d'un paquebot, 500 personnes dedans, on se dit mais c'est normal. Donc c'est juste un siècle plus tard. Oui. Et alors, pour répondre à ta question, voyez-vous le monde futur, malheureux ou heureux? Est-ce qu'il y en a qui ont des idées là-dessus? Ou plus malheureux ou moins? Pourquoi à tout prix s'inquiéter de l'intelligence artificielle? Parce qu'après tout, notre évolution fait qu'on va vers quelque chose qui se construit. L'intelligence artificielle, il faut le voir aussi comme une aide pour l'humanité, comme une aide pour notre fonctionnement, comme une aide pour la santé. Hein, pour les messagères, je ne suis pas tout à fait d'accord sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, parce qu'il manque la palpation. Pour les examens radiologiques de routine, ça pourra aller beaucoup plus vite, ça pourra être beaucoup plus précis, mais il y aura toujours un radiologue derrière qui pourra confirmer, valider cela. Pour faire les voyages dans l'espace, avoir une intelligence artificielle qui nous protège et qui dirige le vaisseau pendant qu'on est en libération, ça sera aussi ça intéressant. Donc je pense que l'intelligence artificielle a toute sa place. Il suffit simplement de savoir l'utiliser et de savoir la contrôler. Je suis parfaitement d'accord, mais à 300%. C'est pour ça que, pour ma part, c'est plutôt, j'ai envie de penser que le monde sera plus beau et qu'on sera très heureux parce qu'en effet, l'intelligence artificielle, c'est pas un ennemi. Ça peut être considéré au début, parce que c'est toujours le cas, vous savez tous la célèbre phrase de Arthur Schopenhauer, reprise notamment par Habermas, c'est le fait qu'au début, une nouveauté paraît ridicule, après elle paraît inquiétante, et après, oui, bien sûr, on le savait tous. Mais donc, pour l'instant, on est sur l'intelligence artificielle entre les gens qui vivent dans le monde des bisounours, qui nous disent c'est quoi, c'est de la science-fiction. Il y a ceux qui sont déjà en avancée, qui se disent ça peut être très dangereux. Et puis il y a ceux qui vont encore plus loin, qui se disent mais non, on aura notre place, on aura sa place, et on va peut-être même avoir une très bonne collaboration. Je suis absolument d'accord. Tu as dit que le monde allait être plus beau, mais pourtant tout à l'heure tu nous parlais beaucoup de précarité, de gilets jaunes. Et est-ce que ce monde finalement il pourrait être plus beau pour certains et moins beau pour d'autres? Ah, merci. Très très bonne question, Serge. En effet, est-ce qu'il y aura une différence de niveau entre ceux jouissant des nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, et ceux qui n'y auraient pas accès? Alors, a priori, dans l'histoire de l'humanité, c'est malheureusement au début du mois toujours ce qui se passe. J'ai eu, souvent j'avais un ami, on s'est perdu de vue au fil des années, mais pendant beaucoup d'années,
qui avait les moyens d'avoir toujours des automobiles très luxueuses et très sportives s'il le fallait. Il a eu une automobile qui a été réalisée en 5 exemplaires, qu'utilisait notamment Elvis Presley dans les années 1970. Et là, on se retrouvait au début des années 2000 dans une automobile qui avait tous les conforts des automobiles des années 2000. Autrement dit, on comprend très bien que pour qui a les moyens, eh bien, ce qui va être démocratisé 30 ans plus tard, c'est déjà démocratisé à ce moment-là. Mais c'est pas très gênant tant qu'on est dans l'idée démocratique de se dire amenons le plus vite possible le plus grand nombre d'individus à jouir de ces avantages. J'avais une question que tu as posée là qui me paraît extrêmement intéressante. Est-ce qu'un avenir intelligent, sage et glorieux est-il toujours possible? Et si oui, lequel? C'est pas moi qui les ai posés. Oui, Christiane, en effet. Alors, cette question-là, elle me paraît très importante parce que on a tendance, alors on l'a dit, à pouvoir penser en négatif, mais ce qui me paraît joli, c'est de se dire que à partir du moment où on est justement, précisément confronté à un némésis, à un clone de nous-mêmes, parce que ce robot qui va être, surtout si on pense à un robot humanoïde, qui nous ressemble même physiquement, c'est le cas, comme on le sait déjà au Japon, en Californie, quand on peut rencontrer un endroit où on va dans un, par exemple, un lieu industriel, on va voir la secrétaire, l'hôtesse, et qu'est-ce qu'on découvre quelques minutes, c'est que c'est en fait un robot qui nous parle. Un robot qui a un visage humain, qui bouge les paupières humainement, qui a une voix humaine, qui nous répond selon la logique humaine, et à un moment ou à un autre, on réalise, mais c'est pas un être humain. Bon. Mais c'est en même temps, cette némésis, c'est en même temps ce robot qui nous montre à quel point nous sommes nous-mêmes des robots, qui va nous aider à avoir justement un monde où on va se dire, mais assagissons-nous, arrêtons d'être des automates parfois des barbares, parfois des gens sans cœur, puisque on parlait d'émotion, et bien justement, ça va être le moment de nous dire, mais je prête attention, je prête conscience de cette réalité. Donc oui, ça peut être un moment très, très fort. Et pour penser aussi à cet avenir, donc intelligent, sage et glorieux, alors pour la patrie, pour la gloire, je dirais, glorieux, ça veut dire de penser que ça peut être magnifique, grandiose, d'amener progressivement une évolution de tout finalement, parce que le regard sur la vie, alors la vie c'est pas seulement nous, Homo sapiens, c'est aussi d'autres formes du vivant, et se dire que ces autres formes du vivant, on peut peut-être les comprendre mieux, voire les respecter, parce que justement, on aura respecté, c'est toujours très adimovien ce que je dis là, cette forme étrange du vivant créée par nous, nos enfants, robots, nos enfants, intelligence artificielle. Donc là aussi, ça nous amène à un avenir où on va pouvoir, au bout d'un moment, nous dire comment gérer mieux nos sociétés, comment peut-être, alors je vais plus loin en référence évidemment à quelques livres bien, celui-là évidemment, nous en 2030, et ce livre-là qui est son complément pour réfléchir à ce monde de demain, c'est-à-dire se dire, est-ce qu'il ne serait pas possible à un moment donné de ne plus avoir le rapport à l'argent que nous avons en tant que société qui fabrique des biens, qui vendent des biens, et peut-être se dire à un moment donné, alors c'est très proche d'ailleurs de Star Trek, qui s'intéresse à la science-fiction, Gene Roddenberry, le fondateur de cette série de films, était un grand ami de Isaac Asimov, et pensait justement dans cette logique, c'est-à-dire que historiquement, le fait d'être passé du troc à l'argent, c'est un moment important, mais le monde de l'argent, c'est peut-être pas, du moins pour l'être humain, on peut vendre des biens, mais peut-être plus vendre l'être humain, ne plus être salarié, ne plus être dépendant d'une marchandisation de l'être humain. Donc on peut peut-être à un moment donné penser à un monde technologiquement avancé qui gérera par lui-même une structure d'échange qui ne nécessitera plus
la marchandisation de l'être humain. Donc on va peut-être en effet vers des sociétés beaucoup plus stables, beaucoup plus, j'ai envie de dire, intelligentes et beaucoup plus sages, oui, que les sociétés actuelles. Je pose encore une question. Vas-y, non, allez-y, allez-y. Tu veux poser une question? Oui, non. Je vois devant. Oui. Là, je voulais juste dire que pour moi, l'intelligence artificielle, c'est surtout un outil qu'il faut savoir reconnaître et le co-construire ensemble. Donc, l'humain, il doit être toujours impliqué dans la construction de l'intelligence artificielle et que l'humain doit rester un libre arbitre de tout ça. Et pour moi, qui je travaille dans un système dans la santé, l'intelligence artificielle, elle est très importante, surtout pour les personnes âgées, qui 40% des personnes qui sont atteintes de maladies de longue durée, ils n'ont pas la possibilité de se déplacer aux médecins généralistes et qu'à travers des robots, on peut faire des appels quotidiens pour chaque patient et de accueillir comme le diabète, comme toutes les mesures comme l'hypertension, tout ça. Donc moi je suis pour l'intelligence artificielle et je pense que ne peut pas dépasser l'humain si l'humain décide de pouvoir contrôler cette intelligence, absolument. L'intelligence artificielle n'a pas l'intuition, la sensibilité, la créativité que nous avons aujourd'hui. Et il faut construire avec l'intelligence artificielle, utiliser comme un outil surtout. Alors, c'est à la fois juste, évident, et à la fois en même temps, c'est pas tout à fait vrai dans l'histoire, c'est-à-dire que on se dit je vais utiliser ça ou tel comme outil, qui un jour nous utilise comme outil. L'histoire parfois est effrayante. Donc, mon idée, c'est pas trop de me dire